Ma famille a fait des t-shirts pour tous les cousins. Celui de ma fille disait « l'erreur ». Ma mère a ri. Mieux vaut qu'elle l'entende maintenant. Personne ne s'y est opposé. Je n'ai pas crié. J'ai fait ceci. Le lendemain, leurs vies se sont écroulées. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une belle journée, peu importe où tu es. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Ursula. J'ai 39 ans, une fille de 7 ans qui s'appelle Ophélia, et un métier que ma famille considère comme une excentricité inoffensive. Je suis comptable légiste. Pour eux, cette description est aussi étrange que si je disais que je suis dompteuse de lions invisibles. Dans leur univers, un univers de briques, de ciment et de contrats scellés par une poignée de main, mon monde de chiffres, de données et de vérités cachées dans des tableurs est simplement bizarre. Ne comprennent-ils pas que mon travail consiste à écouter les murmures des chiffres, à suivre la trace des mensonges jusqu'à ce qu'ils deviennent un cri qu'on ne peut plus nier? Ceci est l'histoire de comment le murmure le plus douloureux de ma vie est devenu le cri qui a démoli l'empire de ma famille. Tout a culminé, comme souvent dans les tragédies familiales, lors d'une célébration, la fête du 70e anniversaire de ma mère, Casilda. La maison de mes parents, ou plutôt la villa que mon frère Dionisio avait construite sur les fondations de l'ancienne maison familiale, était un monument à l'opulence. En arrivant, l'air lui-même semblait lourd, saturé par le parfum sucré de centaines de lys et de roses blanches, une odeur presque funèbre. Des ballons dorés et argentés, gonflés à l'hélium jusqu'à presque éclater, s'accrochaient au plafond du hall comme des kystes brillants. Au-dessus de la cheminée en marbre, une grande banderole imprimée montrait une photo de ma mère d'il y a 20 ans, tellement retouchée qu'elle ressemblait à une statue de cire. Ophélia, ma fille, serra ma main très fort. Ses petits doigts étaient froids. À 7 ans, elle avait déjà un radar émotionnel très développé. Elle savait que dans cette maison nous étions comme une note fausse dans une symphonie parfaitement répétée. Nous étions la note qui rappelait que la perfection est un mensonge. Mon frère Dionisio, le soleil radieux de ce système familial, se pavanait dans le jardin. À 43 ans, il dégageait cette confiance arrogante des hommes qui n'ont jamais connu de véritable échec. Il portait une montre qui coûtait plus cher que ma voiture et riait bruyamment, un rire qui ne touchait jamais ses yeux. À un moment, alors que les invités l'entouraient, je le vis s'écarter discrètement. Il sortit son téléphone et son sourire disparut comme de l'eau dans le sable. Sa mâchoire se crispa. Ses doigts glissèrent sur l'écran avec une rapidité fébrile. Je vis une ombre de panique pure, une petite fissure dans sa façade de succès. Cela dura à peine 3 secondes. Puis il rangea son téléphone, se reprit et redevint le centre de l'attention, le fils prodigue, le roi du château. Personne d'autre ne le remarqua, mais moi oui. Mon travail consiste à voir ces fissures. Ma mère, Casilda, habillée d'un bleu royal qui la faisait ressembler à une matriarche de telenovela, glissa vers nous. Son sourire était une œuvre d'art de l'ingénierie sociale, précis, brillant et totalement vide de chaleur. « Ursula, enfin tu arrives, dit-elle, d'un ton qui sonnait à la fois comme un accueil et un reproche. Ses yeux passèrent au-dessus de moi et se posèrent sur ma fille. « Et tu as amené Ophélia ?» Le prénom sonnait étrange dans sa bouche, comme un mot étranger. « Joyeux anniversaire, maman, dis-je en lui tendant une petite boîte enveloppée dans un papier sobre. À l'intérieur, il y avait une paire de boucles d'oreilles en perles que j'avais choisies avec soin. Elle prit la boîte, la pesa un instant dans sa main et, sans l'ouvrir, la passa à une de mes tantes avec un geste qui voulait dire « Occupe-toi de ça ». La fête suivit un scénario prévisible. Des toasts louant la vision de Dionisio, des anecdotes rappelant sa supposée génialité depuis l'enfance, et des regards furtifs vers moi, la mère célibataire, la comptable, l'anomalie. Et puis vint l'acte principal. Dionisio tapa sur un verre avec une fourchette, le son métallique coupant toutes les conversations. Famille, amis, un moment d'attention, s'il vous plaît. Ma mère se plaça à ses côtés, gonflée de fierté. En ce jour si spécial, nous voulons honorer l'héritage de cette famille, notre futur. Nous avons donc préparé une petite surprise pour tous les petits-enfants. Une de mes cousines arriva avec une pile de boîtes de cadeaux identiques. Un par un, les enfants furent appelés. Le fils de mon cousin aîné, un petit costaud qui jouait au foot, reçut un t-shirt qui disait « Le champion ». Ma nièce, qui remplissait des cahiers avec ses dessins, reçut un t-shirt qui disait « L'artiste ». Chaque t-shirt était un compliment, une étiquette d'approbation.
Ophélia fut la dernière. Ma mère prit la dernière boîte avec un air solennel. Et pour finir, un cadeau très spécial pour notre petite fille la plus unique. Le mot « unique » fut prononcé avec un ton qui me glaça le sang. Elle tendit la boîte à Ophélia. Ma fille, sans comprendre le sous-entendu, la prit avec un grand sourire. Ses petits doigts maladroits déchirèrent le papier. Elle ouvrit la boîte, sortit le t-shirt blanc et le leva bien haut pour que tout le monde le voie. Le silence qui tomba sur le jardin fut absolu, lourd, comme si même le son avait été avalé par la terre. En grandes lettres noires, cruelles et claires, le t-shirt proclamait « l'erreur ». Ophélia cligna des yeux, son sourire vacillant alors qu'elle essayait de lire le mot. La confusion remplit ses yeux. Ce fut Dionisio qui brisa le silence avec un rire forcé. « Maman, quelle idée !» s'exclama-t-il, comme si c'était la meilleure blague du monde. Certains invités rirent nerveusement, d'autres détournèrent le regard, soudain très intéressés par leur coupe de champagne. Ma mère se pencha vers moi, son parfum cher emplissant mes narines, sa voix un murmure venimeux rien que pour moi. C'est mieux qu'elle s'habitue à la vérité. Mieux qu'elle l'entende de nous, sa famille. À cet instant, quelque chose en moi se brisa et se transforma en quelque chose de nouveau, de dur, froid et tranchant. Je ne ressentis pas la vague de colère que j'attendais. Je ressentis une calme terrifiante, une lucidité totale. Je vis la scène comme si j'étais hors de mon corps, le sourire triomphant de ma mère, la lâcheté de mon frère, la complicité silencieuse des autres. Et je vis ma fille, ma petite et courageuse fille, dont la lèvre inférieure commençait à trembler. Je ne criais pas, je ne pleurais pas, je ne fis pas de scandale. Avec des gestes à la fois lents et urgents, je m'agenouillai devant Ophélia. Avec une infinie tendresse, je pris le t-shirt de ses mains, je le pliai une fois, puis une autre, avec la précision méthodique de quelqu'un qui archive une preuve importante. Je pris sa main, glacée maintenant, et je me levai. Sans un mot, sans un regard pour personne, je traversai cette foule de lâches, franchis le seuil de cette maison et m'en allai. L'erreur, ce n'était pas ma fille. L'erreur avait été mon espoir, mon stupide et persistant espoir que, peut-être un jour, il m'aimerait. L'autoroute vers Mexico s'étendait devant moi comme un long ruban gris. Ophélia avait finalement cédé à l'épuisement émotionnel et dormait sur le siège arrière. Chaque petit soupir qui s'échappait de ses lèvres était comme une aiguille dans mon cœur. Pour rester lucide, pour ne pas m'arrêter sur la bande d'arrêt et crier jusqu'à perdre ma voix, mon esprit fit ce qu'il savait faire de mieux. Il se réfugia dans le passé, cherchant l'origine, le point de départ de toute cette pourriture, et il retomba sur un été d'il y a 15 ans. J'avais 24 ans, j'étais sur le point d'être diplômé et je me sentais invincible. Le monde de la comptabilité s'ouvrait devant moi, un univers d'ordre et de logique qui contrastait violemment avec le chaos émotionnel de ma famille. C'est cet été-là que mon père m'appela. Sa voix n'avait pas son habituelle fanfaronnade, elle laissait apparaître un homme apeuré. Construction morale, la petite entreprise qu'il avait confiée à Dionisio comme un royaume de jouets, se noyait dans les dettes. Alors je suis revenu à la maison. Mais au lieu de passer l'été à la piscine, je l'ai passé enfermé dans un bureau étouffant qui sentait la poussière et la panique. Pendant des semaines, je suis devenu une archéologue de l'incompétence. J'ai déterré des factures impayées sous des piles de vieux journaux, j'ai déchiffré des reçus griffonnés sur des serviettes, et j'ai reconstruit un puzzle financier qui n'avait ni queue ni tête. Dionisio, avec son charme de vendeur et son absence totale de vision des affaires, dépensait sans compter, mélangeait son argent avec celui de l'entreprise et signait des contrats qui étaient du pur suicide financier. Ce n'était pas facile, mais j'ai trouvé un chemin. J'ai vu que l'entreprise avait du potentiel, que ses bases étaient solides, mais que la gestion était un désastre. Alors, avec l'énergie obsessionnelle de la jeunesse, je me suis consacré à la réparer. Je travaillais 16 heures par jour. J'ai tout numérisé. J'ai mis en place un logiciel de comptabilité professionnelle. J'ai créé un système de budget, une méthode pour le suivi des stocks, et des modèles pour tout. J'ai construit un moteur financier, une machine précise et efficace prête pour que mon frère la mette en marche. La dernière semaine, avant de retourner en ville, je me suis assise avec lui dans ce même bureau pour lui donner le manuel d'instruction. J'étais rayonnante de fierté, je l'avais sauvé. Je lui remettais l'avenir de l'entreprise sur un plateau d'argent numérique. Je me souviens de la scène avec une clarté douloureuse. Dionisio était affalé dans son fauteuil de dirigeant, un fauteuil trop cher pour une entreprise au bord de la faillite. Il avait les pieds posés sur le bureau, laissant des traces de poussière sur le bois avec ses chaussures. « Oh bon,
Petite sœur, explique-moi ton petit jeu de chiffres, dit-il avec un sourire qui ne cachait pas son profond ennui. Avec patience, je lui expliquai le système. Je lui parlais de l'importance des sauvegardes, de la gestion des utilisateurs et surtout de la sécurité. Tu dois utiliser des mots de passe sûrs, Dionisio, lui dis-je en montrant l'écran. Quelque chose que personne ne puisse deviner. L'information financière est l'âme de l'entreprise. Il éclata de rire. Des mots de passe sûrs. Ursula, s'il te plaît. Je n'ai presque pas le temps de respirer. Tu crois que je vais retenir une combinaison de lettres et de chiffres sans sens? C'est un métier d'homme, de poignée de main et de confiance, pas de petits secrets informatiques. Il me regarda avec pitié. Ton passe-temps est adorable, vraiment, mais ceci est le monde réel. Ce n'est pas un passe-temps, c'est ton entreprise, insistai-je en sentant mon enthousiasme se dégonfler. Bon, peu importe, dit-il en faisant un geste dédaigneux de la main. Mais quelque chose de facile, quelque chose que je n'oublierai pas. Je ne sais pas, le nom de famille et l'année ou quelque chose comme ça. Il fit une pause. Mieux encore, Mémoral 123. Court, simple, génial. J'ai senti une pointe de désespoir. Mais Dionisio, c'est incroyablement peu sûr. Et je suis incroyablement occupé. Il me coupa. Fais ça et donne-moi tous les accès. Je ne vais pas appeler ma petite sœur chaque fois que je veux voir un rapport. Je me rendis. J'étais épuisé. Je fis ce qu'il demanda. Je lui donnai un accès administrateur total à un compte protégé par le mot de passe le plus ridicule du monde. Je créai un deuxième compte administrateur pour moi sous un nom discret, le justifiant comme une nécessité pour la maintenance à distance. En réalité, c'était un instinct, une voix intérieure qui me disait de ne pas lui livrer toutes les clés du royaume sans garder une copie. Cette nuit-là, pendant que je mettais mes affaires dans la voiture pour revenir à ma vie, à mon monde de logique et de règles, je ressentis une profonde tristesse. Je lui avais donné une voiture de course réglée et prête à gagner, et il venait d'annoncer son intention de la conduire les yeux bandés. Je ne savais pas alors qu'en laissant cette porte arrière ouverte, je n'ouvrais pas seulement une sauvegarde pour la maintenance, j'ouvrais une entrée pour le jour du jugement dernier. Les années passèrent. Le moteur que j'avais construit, malgré la conduite imprudente de mon frère, fonctionna. L'économie locale aida et Construction Morale passa d'une petite entreprise familiale à l'une des constructrices les plus importantes de la région. Dionisio, bien sûr, emporta tout le crédit. Il devint don Dionisio, un homme qui s'était fait lui-même, un visionnaire. Lors des réunions familiales, on me présentait d'un petit tapotement sur la tête comme Ursula, la comptable, très maline avec les chiffres, comme si ma contribution avait été celle d'une fillette qui aide pour les devoirs. Je le supportais en silence, construisant ma propre carrière, ma propre vie, loin de son ombre, de plus en plus grande. La première fois que je vis la vraie nature de cette ombre fut il y a 2 ans, lors d'une visite à Noël. La conversation pendant le dîner était la même qu'à l'habitude, les succès de Dionisio, ses nouveaux contrats, ses amis influents. De passage, comme une anecdote sans importance, mon père mentionna un petit incident avec un pont piéton que l'entreprise avait construit au-dessus d'un ruisseau en périphérie de la ville. Il y a eu un petit affaissement, dit mon père en haussant les épaules. Mais ton frère l'a réparé tout de suite. Un professionnel. Dionisio détourna vite la conversation vers un sujet plus grandiose, mais je remarquai son inconfort. Je remarquai la façon dont son sourire n'atteignait pas ses yeux. Le lendemain, j'inventai une excuse pour sortir seul. Je conduisis jusqu'au pont. C'était une structure modeste, utilisée par des enfants pour aller à l'école et par des agriculteurs pour traverser l'autre rive. Le petit affaissement avait laissé des cicatrices, des bandes de béton neuf qui ne correspondaient pas à l'ancien, et une rambarde un peu tordue. Mon instinct, ce sixième sens entraîné par des années à chercher des anomalies dans les chiffres, me cria que quelque chose n'allait pas. Je ne suis pas ingénieur, mais je comprends les spécifications, les normes, les promesses écrites sur le papier. Discrètement, comme si j'admirais la fleur locale, je pris quelques échantillons, un morceau de béton détaché, une petite tige de métal qui dépassait d'une fissure mal réparée. Je les enroulai dans un mouchoir et les rangeai dans la boîte à gants de ma voiture. De retour en ville, j'envoyai les échantillons à un laboratoire d'ingénierie civile avec lequel mon cabinet collaborait parfois. Je payai la facture de ma poche. Je n'en parlais à personne. C'était une intuition, un doute que j'avais besoin de vérifier. Une semaine plus tard, le rapport arriva dans ma boîte mail. Je l'ouvris le cœur battant et,
en le lisant, je ressentis un froid glacial. Mes soupçons ne furent pas seulement confirmés, la réalité était bien pire. Le rapport technique était sans équivoque. Le béton présentait des bulles d'air et un mélange d'agrégats de faible qualité, lui donnant une résistance à la compression 40% inférieure au minimum requis pour une structure publique. Les barres d'armature étaient d'un calibre inférieur, plus fines et moins chères que ceux que les plans du projet spécifiaient. Ce n'avait pas été un accident ou une erreur de construction. C'était une fraude délibérée et dangereuse. Dionisio avait facturé des matériaux de première qualité et utilisé des déchets pour empocher la différence. L'image des enfants traversant ce pont chaque jour me donna la nausée. J'imprimai 2 copies du rapport. Cet après-midi-là, je fis les 3 heures de route pour revenir. Je n'appelais pas pour prévenir. J'entrai dans le bureau de Dionisio sans être annoncé. Il était au téléphone en train de rire, probablement en train de conclure un autre contrat. Quand il me vit, son expression se durcit. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'as pas de chiffres à raconter, dit-il en raccrochant. Sans dire un mot, il posa une copie du rapport sur son bureau en acajou. Il le regarda d'abord avec curiosité, puis avec incrédulité et enfin avec une colère qui transforma son visage en un masque de laideur. « Qu'est-ce que c'est, Ciséo ?» bien que ses yeux lui disaient exactement ce que c'était. « C'est la preuve que le pont est un piège mortel, dis-je. » Ma voix était étonnamment ferme. « Tu as utilisé des matériaux de très mauvaise qualité, Dionisio. Tu aurais pu tuer quelqu'un. Tu dois fermer ce pont et le reconstruire, et tu dois revoir chaque fichu projet que tu as fait ces 5 dernières années. » Il se leva d'un bond, son corps massif projetant une ombre sur moi. Il attrapa le rapport en grognant, le déchira en 2, puis encore, et les morceaux tombèrent à ses pieds. « Mais qui te prends-tu pour être ?» rugit-il, sa salive éclaboussant mon visage. « Tu viens ici dans mon bureau, dans mon entreprise, pour m'accuser. Tu es jalouse ? Tu l'as toujours été. Tu ne supportes pas que ce soit moi qui ai réussi pendant que toi tu es resté seul à jouer avec tes calculettes ? » Ces mots étaient faits pour blesser, pour me détourner du sujet, pour m'attaquer personnellement et me faire oublier le fait. « Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de la sécurité des gens, insistai-je. La seule qui n'est pas en sécurité ici, c'est toi, me menaça-t-il, son index presque contre mon nez. Je connais ta place, Ursula. Tu es la petite sœur, la comptable. Ne te mêle pas des affaires d'hommes. Prends tes petits papiers et casse-toi d'ici. Et si j'entends à nouveau un mot de tout ça, à qui que ce soit, je te jure que je te ferai regretter. » Je sortis de son bureau le cœur tambourinant contre mes côtes, non pas de peur, mais d'une colère glaciale. J'avais vu la vérité. Mon frère n'était pas seulement un arrogant incompétent, il était un criminel, un homme prêt à risquer des vies pour de l'argent. De retour dans ma voiture, je regardais la 2e copie du rapport intacte sur le siège passager. Je la rangeai dans une chemise dans ma mallette. Je l'ai appelé ma police d'assurance et j'ai prié un Dieu en lequel je ne croyais pas pour ne jamais avoir à l'encaisser. Le dernier clou dans le cercueil de mon innocence a été enfoncé il y a seulement 1 an. Si l'incident du pont m'avait montré la criminalité de mon frère, cette arnaque suivante m'a révélé la profondeur de la complicité de ma mère et la nature purement transactionnelle de notre lien familial. L'appel est arrivé un mardi soir. J'aidais Ophélia avec ses devoirs. L'identifiant d'appel affichait « Maman ». J'ai hésité avant de décrocher. Ces appels n'étaient presque jamais pour demander comment nous allions. C'était presque toujours le prélude à une demande. « Oui », dis-je avec prudence. De l'autre côté, un torrent de sanglots et de mots hachés. C'était ma mère jouant le rôle de sa vie. « Ursula, ma fille, grâce à Dieu que tu réponds », gémit-elle. C'est une catastrophe. Ton frère, l'entreprise. Nous allons tout perdre. J'écoutais avec une nausée familière pendant qu'elle tissait une histoire de désastre imminent. Un client important s'était retiré. Un fournisseur exigeait un paiement anticipé. La banque menaçait de geler leur compte. C'était une symphonie de calamités financières qui, curieusement, ne pouvait être résolue qu'avec une somme très précise d'argent. Il nous faut $50 000, Ursula. Pour demain matin, où tout s'écroule, sanglota T.L. Nous perdrons l'entreprise, la maison, tout. Ton père et moi serons à la rue à notre âge. Tu es la seule qui a ce genre d'argent. Tu es notre seul espoir. La manipulation était si grossière, si théâtrale, qu'une partie de moi voulait en rire. Mais l'autre partie,
la fille programmée pendant des décennies pour chercher son approbation, sentit la piqûre de la culpabilité. L'image de mes parents âgés, sans abri, était une arme puissante, et ma mère la maniait avec la maîtrise d'un épéiste. « Maman, c'est beaucoup d'argent, dis-je, ma voix plus faible que je ne le voulais. Je ne peux pas simplement le donner, après tout ce que j'ai fait pour l'économiser. Ce n'est pas un don. » Bien sûr que non, m'interrompit sa voix, soudain plus ferme. Ton frère te le rendra avec des intérêts. Il signera ce que tu veux, un billet à ordre, un contrat devant notaire, ce qui te donnera de la sécurité. Mais nous avons besoin de l'argent maintenant, ma fille. S'il te plaît, fais-le pour ta famille. Pour ta famille. Ces 3 mots, le bouton d'urgence qui avait toujours marché sur moi. Mon cerveau de comptable légiste analysait la situation, l'urgence artificielle, la somme bien ronde, l'appel à l'émotion. Toutes les alarmes d'une fraude étaient là. Mais mon cœur de fille, stupide et trahi, prit la décision. D'accord, soupirai-je, me sentant immédiatement idiote. Préparer un billet à ordre. Que Dionisio le signe et m'envoie une photo. Je ferai le virement. Merci, ma fille. Merci. Je savais que nous pouvions compter sur toi, s'exclama-t-elle, le soulagement dans sa voix aussi faux que ses larmes. 1 heure plus tard, je reçus la photo du billet à ordre. La signature de Dionisio était un gribouillis arrogant. À côté de la photo, un message de lui. Merci, petite sœur. Juste une formalité. Entre familles, on ne va pas chipoter, pas vrai? Un clin d'œil en émoji. Le clin d'œil me retourna l'estomac. Avec une sensation de fatalité, je transférai mes économies, fruit d'innombrables heures de travail, l'argent destiné à la compte d'un nouveau foyer pour Ophélia et moi. Les semaines suivantes furent un mirage de gratitude. Ma mère m'appelait pour me dire que j'étais sa sauveuse. Dionisio m'envoya une bouteille de vin cher. Pendant un instant, un bref et stupide instant, je me permis de penser que peut-être, juste peut-être, quelque chose avait changé. La réalité me frappa, comme toujours, à travers un écran. 2 mois plus tard, je traînais sans but sur Facebook. Ma cousine Jacinta, qui vivait loin des intrigues sombres de la famille, avait publié un album de ses vacances à la Riviera Maya. En faisant défiler les photos de plage et de cocktails, une image me coupa le souffle. C'était une photo de groupe sur la terrasse d'un restaurant face à la mer. Au centre de la photo, bronzé et souriant, se trouvait Dionisio. À ses côtés, sa femme, et à son poignet, brillant sous le soleil des Caraïbes, une Rolex en or reconnaissable entre mille. La légende de Jacinta disait. Quelle surprise de croiser Dionisio et sa famille fêtant leur grand succès. La vie est belle. Je fixai la photo longtemps. La montre, les vacances de luxe, la date de publication. Tout collait. Le grand succès qu'il fêtait, c'était mon argent, mon sacrifice. Il n'y avait pas eu de crise, pas de banque. Juste un mensonge. Ils m'avaient plumé. Ils avaient transformé l'avenir de ma fille en un caprice vulgaire au poignet de mon frère. J'eus l'impression que l'air quittait mes poumons. Je ne criais pas. Je ne cassais rien. Je m'assis simplement dans le silence de mon appartement et je sentis la dernière once d'amour ou de loyauté familiale se dessécher et se transformer en poussière en moi. J'imprimai la photo, je l'agrafai au billet à ordre sans valeur et je l'archivai dans le dossier mental que j'appelais désormais le musée des offenses. C'était la pièce finale de la collection, celle qui complétait le tableau. Il n'y avait plus de doute, plus d'espoir, seulement des preuves. Le silence dans la voiture sur le chemin du retour était une chose vivante, dense et étouffante. Ophélia s'était endormie, mais c'était un sommeil agité, troublé par de petits sursauts et des soupirs tremblants. Je la portai dans mes bras jusqu'à son lit, son petit corps étrangement lourd, comme si elle portait le poids d'une cruauté qui ne lui appartenait pas. Je la couvris, embrassai son front humide et restai à ses côtés jusqu'à ce que sa respiration devienne plus profonde et régulière. Une fois dans le salon, le t-shirt offensant était toujours sur la table basse, un phare de malveillance dans la pénombre de mon appartement. L'erreur. Le mot semblait flotter dans l'air, me brûlant la rétine. Je marchais de long en large, sentant une étrange énergie, un mélange de fureur glaciale et de douleur ancienne, circuler dans mes veines. Ce n'était pas la rage chaude et explosive qu'on voit dans les films. C'était plus froid, plus profond. C'était la rage de la résignation, celle qui vient quand il ne reste plus aucun espoir. Puis, un son presque imperceptible me parvint depuis la chambre d'Ophélia.
Un petit « snip, snip ». J'entrais sur la pointe des pieds, le cœur serré. La seule lumière venait des lampadaires de la rue, projetant de longues ombres dans la chambre. Ophélia était assise par terre, de dos à la porte. Dans ses mains, sous un rayon de lumière pâle, elle tenait le t-shirt. Dans l'autre main, une petite paire de ciseaux de bricolage, ce qu'elle utilisait pour découper des étoiles en papier de couleur. Snip, snip. Elle essayait de couper les lettres. Avec une concentration féroce et désespérée, sa petite main luttait contre le tissu, essayant d'arracher le mot, d'effacer la blessure. Elle ne pleurait pas. Son silence était 1000 fois plus désolant que n'importe quel cri. Elle essayait de réparer, d'effacer la méchanceté du monde avec ses mains innocentes. Cette image fut celle qui brisa tout. Le barrage qui avait contenu 39 ans de douleur, d'humiliation, de sentiment d'être trop intelligente, trop sérieuse, trop indépendante, céda. Je m'agenouillai derrière elle et l'enlaçai. En sentant mon contact, sa petite façade de courage s'effondra. Les sanglots qui jaillirent d'elle étaient des sons animaux, un lamento venant d'un endroit trop profond pour un si petit corps. Je la berçai pendant qu'elle pleurait, lui murmurant que tout irait bien, même si je savais que c'était un mensonge. Rien ne serait plus jamais bien. Mais tout allait changer. Quand enfin elle s'endormit dans mes bras, épuisée, je la ramenai dans son lit. Je pris le t-shirt et les ciseaux et allai dans la salle de bain. Je m'arrêtai devant le miroir. Le reflet qui me regardait était celui d'une étrangère, une femme aux yeux injectés de sang et au visage marqué par une calme terrifiante. Je tenais le t-shirt devant moi. Les lettres étaient déchirées, mutilées par les tentatives maladroites de ma fille, mais le mot était encore là, indélébile. Et soudain, dans le miroir, mon propre reflet sembla disparaître, remplacé par un autre. Je vis une fillette de 9 ans cachée au fond de son armoire, serrant ses genoux. J'entendais la voix de ma mère de l'autre côté de la porte, criant à mon père. Pourquoi ne peut-elle pas être normale? Pourquoi doit-elle être si, elle? J'aurais préféré que ce soit un garçon. Puis l'image changea. J'ai vu une adolescente de 15 ans montrant avec fierté à son frère un prix de mathématiques. Il le regarda avec dédain. Félicitations, intello. Les garçons n'aiment pas les filles qui les font se sentir bêtes. Tu vas mourir seul. Les images tourbillonnaient. Un carrousel de blessures grandes et petites. Chaque fois qu'ils me disaient que j'étais trop, ce qu'ils voulaient vraiment dire c'est que j'étais une erreur dans leur système, une erreur dans leur vision de ce que devait être une fille, une sœur, une femme. Et alors je compris avec une clarté qui me coupa le souffle. Ce qu'ils avaient fait à Ophélia n'était pas seulement un acte de cruauté, c'était une tentative de passer le flambeau. C'était ma mère, à travers ce t-shirt, disant à ma fille la même chose qu'elle m'avait dit toute ma vie. Tu ne corresponds pas. Tu es une erreur. Ils essayaient d'infecter ma fille avec le même poison qu'ils m'avaient injecté à moi. Non, murmurai-je, en buant le miroir. Pas à elle, pas à ma fille. Je regardais mon reflet, la femme aux yeux froids et à la mâchoire serrée. La douleur était toujours là, mais elle avait désormais un but. La rage était toujours là, mais elle avait désormais une cible. Fini les espoirs. Fini les supplications silencieuses d'acceptation. Fini d'encaisser leurs coups. Ce cycle, dis-je à voix haute, ma voix résonnant dans le silence de la salle de bain, se termine ici. Maintenant, avec moi. Je laissai le t-shirt dans le lavabo comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction biologique. Je partis vers mon bureau. J'allumai l'ordinateur. La lumière froide de l'écran éclaira mon visage. Je n'étais plus Ursula, la fille. Je n'étais plus Ursula, la sœur. J'étais Ursula Morale, comptable légiste, et j'étais sur le point d'ouvrir le dossier le plus important de ma vie. Je créai un nouveau dossier sur le bureau, un espace digital propre et ordonné. Je le nommai avec 2 mots simples mais irrévocables, projet moral. Mon cœur ne battait plus avec l'arythmie de la douleur, il battait avec le rythme constant et précis d'une horloge. Le temps de ma famille était terminé. La nuit de Mexico est un océan de lumière et de bruit, mais dans mon bureau régnait un silence absolu, presque religieux. C'était le silence d'un laboratoire avant une expérience cruciale, celui d'une salle d'opération avant la première incision. Mon objectif, réaliser une autopsie numérique de construction morale. Je n'eus pas besoin de forcer de serrure. Je n'eus pas besoin de programmes complexes ni d'exploiter des failles informatiques secrètes. La clé, je l'avais déjà.
Ils me l'avaient donné eux-mêmes il y a 15 ans dans un acte de pure arrogance méprisante. J'ouvris le logiciel de connexion à distance, j'entrai l'adresse IP du serveur principal de l'entreprise. C'était une suite de chiffres que je connaissais par cœur, gravés en moi comme le code d'un coffre-fort oublié. La fenêtre familière de connexion Windows Server apparut sur mon écran. Un portail vers un autre monde, une autre vie. Utilisateur, administrateur. Mot de passe. Mes doigts flottèrent au-dessus du clavier. Un instant, un doute ridicule me traversa. Était-il possible qu'après 15 ans de croissance, de projets à millions, de fréquentation de politiciens et de banquiers, mon frère reste aussi incroyablement négligent, aussi arrogant, au point de se croire invulnérable? Je tapais le mot de passe, lettre par lettre, chiffre par chiffre, comme si je désactivais une bombe. MORALES 1 2 3. J'appuyai sur la touche Entrée. Le curseur clignota. Pendant une seconde qui sembla une éternité, l'écran resta figé. Puis, en un éclair, le bureau à distance s'anima. Le logo de Construction Morale, le fond d'écran montrant une photo d'un de leurs bâtiments, la rangée d'icônes. J'étais dedans. Un rire sec, presque un croassement, s'échappa de ma gorge. C'était le rire de l'incrédulité, le rire de quelqu'un qui vient de découvrir que la forteresse imprenable de son ennemi était protégée par une porte en carton. Son arrogance n'était pas seulement un trait de caractère, c'était sa plus grande faiblesse. Et j'étais sur le point de l'exploiter jusqu'au bout. Avec l'accès administrateur, j'avais les clés de tout le royaume. Je pouvais tout voir, tout ouvrir. Je naviguais dans les répertoires avec la familiarité de quelqu'un qui marche dans la maison de son enfance. C'était moi qui avais conçu cette structure. Je connaissais chaque recoin, chaque raccourci. Je commençais par ce que je connaissais le mieux, les livres de comptes. Le logiciel était une version plus moderne de celui que j'avais installé, mais les principes étaient les mêmes. À première vue, tout semblait impeccable. Les bilans étaient équilibrés, les revenus et dépenses paraissaient logiques. C'était un travail propre. Trop propre. Mon métier consiste à chercher les petites imperfections, les notes discordantes dans la symphonie des chiffres. Je commençais à croiser les données, fournisseurs, factures, projets. Et là, je le vis. Un nom revenait avec une fréquence suspecte, Suministro del Val, SA2CV. Ce fournisseur apparaissait dans presque tous les grands projets, facturant des sommes énormes pour du ciment, de l'acier, des granulats, mais les factures étaient étranges. Elles manquaient des détails qu'un vrai fournisseur inclurait, numéro de lot, spécifications techniques, adresse de livraison. C'étaient des coquilles vides. J'ouvris mon navigateur, cherchai, Suministro del Val, SA2CV. Rien. Pas de site web, pas d'inscription dans les annuaires des entreprises de construction. Le seul registre que je trouvai fut son acte constitutif. L'adresse fiscale était une boîte postale. Et les fondateurs? Pas Dionisio, mais deux de ses amis d'enfance, aujourd'hui employés de bas niveau aux impôts. C'était une société fantôme. Un grand classique. À partir de ce fil, je tirai et découvris une toile d'araignée de corruption si complexe et effrontée qu'elle me coupa le souffle. Je découvris au moins 3 autres sociétés écrans, chacune avec un but précis. Une pour la location de machines lourdes, des machines qui appartenaient déjà à l'entreprise. Une pour des services de conseil en ingénierie, des conseils qui n'avaient jamais eu lieu. Et une autre pour avaler les revenus dans des trous noirs fiscaux. Elles servaient toutes à détourner des millions des revenus de l'entreprise, en gonflant les coûts des projets pour escroquer leurs clients, surtout le gouvernement, et pour échapper à une masse énorme d'impôts. Je retraçais les transferts. L'argent passait de Construction Morale aux sociétés fantômes, puis se ramifiait. Une partie retirée en liquide. Une partie utilisée pour des dépenses personnelles de luxe, voitures, voyages, bijoux pour sa femme. Et la plus grosse part aboutissait sur un compte numéroté aux îles Caïmans, au nom d'une société écran dont le bénéficiaire final était, sans aucun doute, Dionisio Morale. Mais l'horreur véritable arriva quand j'entrai dans les fichiers de gestion de projet. Là étaient les documents qu'il croyait que personne ne verrait jamais, les bons de commande réels, les rapports internes de qualité, les courriels. Je comparais les contrats publics, où il s'engageait à utiliser de l'acier haute résistance et du béton de grade structurel, avec les bons de commande réels adressés à des fournisseurs bon marché. Le pont n'avait été que la pointe de l'iceberg. Le centre communautaire pour personnes âgées. L'école primaire du quartier ouvrier. Un complexe de logements sociaux.
Le schéma était identique et psychopathe. Dans chaque projet, il avait coupé sur la qualité des matériaux structurels, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui garantissent que les bâtiments ne s'effondrent pas. Il avait échangé des vies contre des marges de profit. Le froid en moi devint un bloc de glace. Ce n'était plus un drame familial sur le respect et l'amour. C'était une affaire de vies humaines. D'enfants étudiants sous un toit qui pouvait céder. De vieillards dormant dans un immeuble construit sur des fondations d'avidité. Mon frère n'était pas un homme mauvais. C'était un monstre avec un sourire charmant. Pendant les heures suivantes, je travaillais avec une efficacité implacable. Je n'étais pas Ursula, la sœur blessée, j'étais une machine. Je téléchargeais, copiais, organisais chaque facture, chaque mail, chaque relevé bancaire. Je créais un miroir digital parfait de son empire criminel. Quand les premiers rayons de soleil passèrent ma fenêtre, j'avais terminé. J'avais entre les mains l'arme de destruction massive la plus puissante qui existe au XXI siècle, la vérité documentée et irréfutable. Le soleil du matin projetait de longues ombres dans mon bureau, me trouvant exactement dans la même position que la nuit, assise devant l'écran, entourée par le silence. Mais ce n'était pas le silence du SOC, c'était celui de la concentration absolue. La phase de collecte de données était terminée. Maintenant commençait la phase d'armement. Il ne suffisait pas d'avoir une montagne de fichiers en désordre pour que l'impact soit maximal, pour qu'il n'y ait aucune échappatoire possible. Il me fallait transformer ce chaos de données en un récit cohérent et écrasant. Je devais construire un dossier si solide, si hermétiquement scellé, qu'il s'effondrerait sur eux comme une dalle de béton. Je me préparais une tasse de café noir et amer et je me mis à écrire. Le document que je créais n'était ni une lettre de haine, ni un manifeste de vengeance. C'était un rapport d'audit médico-légal, froid, clinique, professionnel. Sur la couverture, un titre volontairement anodin, rapport d'analyse sur les pratiques financières et opérationnelles de construction morale, SA2CV, et entités liées. À l'intérieur, pourtant, chaque page était une détonation. Je les structurais en 3 sections, chacune centrée sur un aspect de leur criminalité, chacune construite avec la logique implacable d'une accusation du parquet. Section 1, fraude fiscale et blanchiment d'actifs. Ici, j'ai détaillé l'architecture de leur réseau de sociétés fantômes. Je ne me suis pas contenté de l'affirmer, je l'ai prouvé. J'ai créé des organigrammes qui visualisaient le trajet de l'argent du client légitime jusqu'au compte offshore de Dionisio. Chaque étape était documentée. Actes constitutifs des sociétés écrans, factures gonflées, virements bancaires internationaux. C'était une carte détaillée de leur avidité. Section 2, manquements contractuels et mise en danger de la sécurité publique. C'était la section la plus accablante. J'ai créé un tableau comparatif projet par projet. À gauche, les spécifications techniques promises dans les marchés publics. À droite, la réalité brute extraite de leurs propres bons de commande et courriels internes. J'ai surligné en rouge sang les projets les plus sensibles, l'école primaire, le centre pour personnes âgées, et, en annexe principale, j'ai joint le rapport complet du laboratoire sur les matériaux du pont. La police d'assurance était devenue l'arme principale. Section 3, fraude et tromperie personnelle. Cette section était plus courte, mais émotionnellement cruciale. Elle incluait une copie scannée du billet à ordre de $50 000 que Dionisio m'avait signé. Juste à côté, une capture d'écran haute résolution de la publication Facebook. Lui, à la Riviera Maya, exhibant sa Rolex, 2 semaines après m'avoir juré qu'il était au bord de la faillite. Cette section n'était pas pour un juge, elle était pour le jury de l'opinion publique. Elle montrait la fibre morale de l'homme, sa capacité à mentir et à voler même sa propre sœur. Quand j'ai terminé, le rapport faisait 124 pages. Chaque affirmation était rattachée à une preuve dans les annexes numériques. C'était une forteresse de logique et d'éléments matériels. J'ai chiffré le rapport et l'ensemble des fichiers de sauvegarde sur une clé USB avec un cryptage militaire. Puis j'ai pris une grande inspiration et j'ai saisi le téléphone. J'ai cherché le contact. Leandro a répondu à la 2e sonnerie. Sa voix de journaliste de nuit, rauque mes alertes. Eh bien, Leandro, c'est moi, Ursula. Il y eut une pause chargée de surprise. Ursula. Eh bien, ça fait des années. Tout va bien? Non, mais ça va le devenir, dis-je. J'ai une histoire pour toi. L'histoire qui définira probablement ta carrière. Tu m'intrigues. Vas-y. Il s'agit de corruption à grande échelle.
Fraude dans la construction d'ouvrages publics. Matériaux défectueux dans des écoles. Un réseau de blanchiment d'argent, une évasion fiscale massive, et j'ai tout. Chaque facture, chaque mail, chaque virement. Documenté à 100%. Je pouvais entendre le changement dans sa respiration, le son de son clavier qui se mettait à taper. De qui parle-t-on? C'était le moment de vérité. Construction morale. Le bruit de frappe s'arrêta. Silence. Leandro savait qui était ma famille. Ursula, attends une seconde. Ce n'est pas l'entreprise de ton frère? La même. Un autre silence, plus long et plus lourd. Ça, Ursula, ce n'est pas une nouvelle. C'est une bombe nucléaire familiale. Ça va tout détruire. Je sais, dis-je, la voix ferme, sans la moindre hésitation. C'est pour ça que je t'appelle, parce que je sais que tu n'en feras pas un cirque. Je sais que tu traiteras les faits avec le sérieux qu'ils méritent, et surtout, je sais que tu ne flancheras pas. Je sentais son dilemme à travers le téléphone. C'était l'histoire de sa vie, mais elle venait avec un coup humain brutal. En voilà moi, dit-il finalement, d'une voix grave et décidée. Je vais la revoir. Si c'est la moitié aussi solide que tu le dis, le monde le saura demain à l'aube. Tu as ma parole. Je lui donnai une adresse mail sécurisée et un protocole pour l'envoi. J'attachai les fichiers. Je cliquai sur « Envoyer ». Le petit son de notification d'envoi résonna dans mon bureau comme le coup de départ d'une course vers la destruction ou vers la libération. Je ne savais pas encore laquelle. Une fois le courriel parti, un calme anormal s'abattit sur moi. C'était comme si, après avoir couru un marathon, mon corps et mon esprit étaient entrés dans un état de suspension. J'avais fait tout ce que je pouvais faire. La bombe était en route. Je ne pouvais plus que guetter la détonation. Ophélia se réveilla peu après, sans se douter de la guerre que je venais de déclarer. Son monde, ce matin-là, se résumait à un bol de céréales en forme d'étoile et à un épisode de ses dessins animés préférés. Je m'assis avec elle sur le canapé, la serrant d'un bras, et je me plongeai dans sa petite paix simple. Chacun de ses rires était un baume, un rappel de la raison de mes actes. Je brûlais mon passé pour protéger son avenir. Il n'y avait pas de sacrifice plus justifié. Pendant ce temps, mon téléphone, que j'avais mis en mode vibreur, s'était transformé en créature frénétique sur le plan de travail de la cuisine. Il vibrait par rafales, s'arrêtait, puis recommençait. Je n'avais pas besoin de regarder l'écran pour savoir qui c'était. Je pouvais sentir leur énergie toxique même à distance. En fin de matinée, pendant qu'Ophélia peignait à l'aquarelle sur la table, je m'approchai du téléphone. J'avais 15 appels manqués et 9 messages vocaux. Je décidai de les écouter. J'en avais besoin. J'avais besoin d'entendre leurs derniers mots d'un monde qui était sur le point de disparaître, comme un historien qui écoute les dernières transmissions d'une civilisation condamnée. Je mis le haut-parleur à faible volume et j'appuyai sur « Lecture ». Le premier message venait de ma mère, enregistré la nuit précédente. Sa voix était un cri d'indignation. « Ursula Morale, je n'arrive pas à croire ton culot. Gâcher ma fête d'anniversaire devant toute la famille. Tu es égoïste. Tu l'as toujours été. Tout doit tourner autour de toi et de tes drames. Appelle ton frère et présente-lui des excuses immédiatement. » Le suivant venait de Dionisio. Son ton était d'une condescendance exaspérée. « Oh bon, petite sœur, ça suffit avec ton petit théâtre. Tu ne vas pas te mettre dans cet état pour une simple blague, quand même? Tu as la peau trop fine. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Appelle maman. Tu lui as brisé le cœur avec ton numéro. Grandis un peu, d'accord? » Les messages suivants, enregistrés le matin même, montraient un changement de ton. La colère s'était transformée en une irritation confuse. Voix de ma mère, « Ursula, on peut savoir où tu es? On t'appelle toute la matinée. Là, ça dépasse les bornes. Ton père commence à s'inquiéter. Prends le téléphone tout de suite. Il faut qu'on parle sérieusement de ton manque de respect. » Voix de Dionisio. « Ok, Ursula, le jeu est terminé. Quel que soit ton caprice, il a déjà trop duré. Tu as jusqu'à la fin de la journée pour appeler et t'excuser comme une adulte. Si tu ne le fais pas, considère que tu es hors de la famille, et oublie de nous demander le moindre service, jamais. » La menace était claire, l'exclusion. La dernière cartouche de l'abuseur, l'exil.
La menace de m'enlever quelque chose qu'en réalité il ne m'avait jamais donné. J'écoutais chaque mot avec une distance presque scientifique. J'analysais le ton, le choix des mots, l'absence totale d'autocritique. Il n'y avait pas une seule question sur Ophélia, pas le moindre doute sur leurs propres actes, seulement un torrent d'accusations et de reproches dirigés contre moi. Eux, les victimes. Moi, l'agresseuse. Avec un calme qui me surprit, je sélectionnais chaque message et j'appuyais sur « supprimer ». Un par un, j'ai effacé leur voix de mon téléphone et de ma vie. Puis j'ai ouvert ma liste de contacts. J'ai cherché « maman ». J'ai appuyé sur « bloquer ce contact ». Confirmer. J'ai cherché « Dionisio ». Bloqué. Confirmer. J'ai continué avec mon père, dont la lâcheté silencieuse était aussi nocive que l'agression active des autres. Bloqué. Confirmé. J'ai poursuivi avec les oncles et tantes dont les rires complices résonnaient encore dans mes oreilles. Bloqué, bloqué, bloqué. Ce fut un acte de nettoyage, une purge digitale. À chaque contact bloqué, je sentais un poids se lever de mes épaules. Le reste de la journée, nous l'avons passé dans une bulle de normalité. Nous avons construit un château avec des blocs de Lego. Nous avons regardé un film de princesse. Nous avons commandé une pizza pour le dîner. Pour la première fois de ma vie adulte, mon foyer m'a semblé véritablement à moi. Un sanctuaire, un espace où la toxicité ne pouvait pas entrer. Je savais que c'était le calme qui précède la tempête. Je savais que le lendemain, le soleil se lèverait sur un paysage complètement différent. Leur monde serait en flammes et moi, pour la première fois, je ne ressentirais pas le besoin de courir avec un seau d'eau. Je resterais immobile et je les regarderais brûler. Le mardi matin arriva avec une normalité presque insultante. Le soleil entra par la fenêtre. Le camion poubelle fit son bruit habituel dans la rue. Je préparai le petit déjeuner pour Ophélia, lui fis une tresse dans les cheveux et la conduisis à l'école. En chemin, le monde paraissait toujours le même, mais je savais que ce n'était qu'une illusion. C'était le moment de silence juste avant que l'onde de choc d'une explosion ne détruise tout. Léandro avait tenu parole. L'attaque fut dévastatrice, coordonnée et exécutée avec une précision militaire. À 7 heures du matin, l'édition numérique du plus grand journal du pays mit à jour sa une. Pas de politique, pas de sport. Il y avait une photo d'archive de mon frère Dionisio souriant, coupant le ruban lors de l'inauguration du centre communautaire pour personnes âgées. Et sur son visage souriant, un titre en lettres grosses comme des poings. L'Empire moral, un château de mensonges sur des fondations de corruption. L'article était l'œuvre d'un maître. Léandro n'avait pas seulement utilisé mon rapport, il l'avait enrichi. Il avait trouvé et interviewé, en protégeant leurs identités, 2 ingénieurs licenciés de construction morale pour avoir remis en cause la qualité des matériaux. Il avait obtenu une déclaration d'un expert en sismologie affirmant que l'école primaire, construite avec de l'acier de basse qualité, présentait un risque structurel inacceptable dans une ville à activité sismique. L'histoire n'exposait pas seulement la fraude, elle peignait mon frère comme un criminel qui mettait en danger enfants et vieillards par pure avidité. Simultanément, le journal télévisé du matin de la principale chaîne du pays ouvrit son émission avec un reportage spécial de 10 minutes. C'était mon rapport traduit en langage visuel. Ils montrèrent mes diagrammes de flux, animèrent les transferts d'argent vers les îles Caïmans, affichèrent les fausses factures à côté des bons de commande réels. Ils créèrent une simulation 3D montrant l'effondrement possible du toit de l'école. C'était une exécution publique. J'imagine la scène dans la villa, le café du matin, le journal sur la table, le cri étouffé de mon père, la dénégation furieuse de ma mère. Ce sont des mensonges. C'est la concurrence. Le visage de Dionisio perdant toutes ses couleurs en voyant son empire et sa réputation démolie en direct à la télévision nationale. J'imagine la première phase, le déni et la rage. Dionisio hurlant à son avocat au téléphone, exigeant de poursuivre le journal pour diffamation. Ma mère appelant ses amies influentes pour tenter de limiter les dégâts. Mais l'avalanche était imparable. J'imagine la deuxième phase, la panique. Les téléphones sonnant sans arrêt. Non plus des amis offrant du soutien, mais des partenaires commerciaux rompant les liens, des clients furieux. Et puis les appels importants. La banque informant de la gel immédiate de tous les comptes et lignes de crédit de l'entreprise. La mairie annonçant une enquête d'urgence et la suspension de tous les contrats publics. Le monde qu'ils avaient bâti avec tant de soin, un monde fondé sur l'image, le pouvoir et le mépris des règles, se dissolvait comme un sucre dans le café.
À 10 heures du matin, je reçus l'appel de Jacinta. Sa voix n'était qu'un murmure terrifié. Ursula, tu vois ça? Je le vois, Jacinta. Ils sont là, la police, les agents fédéraux. Il y a des fourgons noirs partout dans la rue. Ils ont bouclé l'entrée des bureaux de Dionisio. Personne ne peut entrer ni sortir. Elle fit une pause, et je l'entendis déglutir. Ils ont dit que c'est un mandat de perquisition pour fraude, blanchiment d'argent et quelque chose sur la mise en danger de la sécurité publique. Une autre pause. Ursula, c'était toi. C'est eux qui ont construit la maison. Moi, je n'ai fait que montrer à tous qu'elle n'avait pas de fondation, dis-je, la voix tranquille. Un long silence. Mon Dieu, murmura-t-elle. Prends bien soin de toi, cousine. Et elle raccrocha. La nouvelle de la descente de police fut le coup final. Ce qui avait commencé comme un scandale médiatique devenait maintenant une enquête criminelle à part entière. J'imagine la troisième phase, la terreur absolue. La compréhension que ça ne se réglerait pas avec de l'argent ou des relations. La compréhension que la prison était une possibilité réelle et tangible. J'imagine Dionisio, non plus en train de crier, mais silencieux, la tête entre les mains. Ma mère, son hystérie devenue un sanglot muet. Mon père, vieilli de 20 ans en 3 heures. La sonnette de mon appartement retentit à 16 heures. Je ne fus pas surprise. D'une certaine façon, je savais qu'ils viendraient. C'était leur dernier mouvement désespéré dans une partie d'échecs où ils avaient déjà perdu la reine, les tours et les fous. Je regardais par le Judas. C'étaient eux, Dionisio et ma mère. Ils ressemblaient à des réfugiés d'une guerre qu'ils venaient de perdre. Le costume Armani de Dionisio était froissé, comme s'il avait dormi dedans. Il n'avait pas de cravate. Ses cheveux, toujours parfaits, étaient en bataille. Son visage était une carte de panique et d'épuisement. Ma mère n'avait pas une goutte de maquillage, sa peau pâle et flasque. Ses yeux, normalement durs et critiques, étaient gonflés et rouges, perdus dans une expression d'incrédulité. Je pris une grande inspiration. Je ne ressentis ni peur, ni colère. Rien d'autre qu'un lourd sentiment de finalité. J'ouvris la porte. Ils restèrent là, sur le seuil, me regardant comme si j'étais un fantôme. Pourquoi, fut la première chose que dit ma mère, sa voix rauque comme un croassement. Pourquoi, Ursula? Nous sommes ta famille. Dionisio fit un pas en avant, les mains levées en signe de supplication. Ursula, s'il te plaît, tu dois arrêter ça, supplia l'homme qui m'avait menacé quelques jours plus tôt, réduit maintenant à un mendiant. Dis que tu t'es trompé. Dis que les documents étaient faux, qu'on te les a volés. Je te donnerai ce que tu veux. L'argent. Je te rendrai ton argent. Je te donnerai le double, le triple. Fais juste que ça s'arrête. J'écoutais son offre pathétique. De l'argent. Ils ont toujours cru que tout pouvait s'arranger avec de l'argent. Je ne répondis pas. Je me retournai, marchai vers le salon, pris le petit t-shirt blanc là où je l'avais laissé. Je revins à la porte et le tendis devant eux. Vous voulez savoir pourquoi, dis-je, ma voix si calme qu'ils durent tendre l'oreille pour l'entendre. La raison n'est pas dans mes ordinateurs ni dans les journaux. La raison est ici. Je mis le t-shirt dans les mains tremblantes de ma mère. Elle baissa les yeux et le regarda comme s'il brûlait. Tu m'as dit, maman, que ma fille devait entendre la vérité. Que c'était mieux qu'elle l'entende de sa famille. Je continuai en la fixant droit dans les yeux. Et tu avais raison. Alors je vous rends l'appareil. Je montre à tout le monde la vérité. La vérité sur un empire construit avec de mauvais matériaux, sur une fortune bâtie en mettant des vies en danger. La vérité sur une famille qui confond la cruauté avec une plaisanterie. Ma fille n'est pas l'erreur. L'erreur, c'était de croire que vous pouviez aimer autre chose que vous-même. Ma mère fixait le t-shirt dans ses mains comme si c'était la tête de Méduse. Ses doigts, d'habitude ornés d'anneaux impeccables, tremblaient en frôlant les lettres noires et cruelles. Pour la première fois de ma vie, je vis sur son visage ni colère, ni dédain, ni fierté, mais le vide pur et absolu de la compréhension. La compréhension que l'arme du crime était entre ses propres mains. Dionisio, lui, restait coincé dans la première étape du deuil, le déni. Son cerveau, submergé par l'instinct de survie, n'arrivait pas à relier la catastrophe qui l'engloutissait à un morceau de coton. « Ne viens pas me raconter ces conneries », cria-t-il, sa voix se brisant dans une note d'hystérie.
N'essaie pas de justifier ça. Tu as détruit ma vie, nos vies, à cause d'un t-shirt. Une blague stupide. Je fis un pas vers lui. Ce n'était pas un pas agressif, c'était un pas délibéré, celui d'un auditeur qui s'approche du tableau pour pointer le chiffre final. Instinctivement, il recula et heurta l'encadrement de la porte. Le grand Dionisio Moral, l'homme qui dominait les salles de réunion et séduisait les politiciens, était maintenant acculé dans mon couloir. « Tu crois que c'est à cause du t-shirt, Dionisio ?» demandai-je. Ma voix était basse et contrôlée, chaque mot une goutte d'acide. Le t-shirt n'a pas été la cause, il a été le déclencheur. C'est le moment où j'ai compris que la maladie était terminale et que la seule cure était l'amputation. Je m'approchai encore jusqu'à sentir l'odeur rance de sa peur. Ce n'est pas pour un t-shirt, c'est pour l'école primaire de San Jacinto. Tu t'en souviens? Le contrat exigeait de l'acier d'armature de grade 60, mais toi tu as utilisé du grade 40, n'est-ce pas? 30% moins cher, 30% moins sûr. Tu dors bien la nuit, Dionisio, en sachant que le toit de cette école pourrait ne pas supporter la prochaine saison des pluies. Son visage devint gris cendré. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Et le centre communautaire Anno Dorado, continuai-je implacable. Le béton devait avoir une résistance de 300 kg par centimètre carré, mais celui que tu as utilisé atteint à peine 2 cents. Je le sais parce que j'ai les rapports de tes propres fournisseurs, ceux qui ne sont pas tes sociétés fantômes. Tu sais ce que ça veut dire, mon frère? Ça veut dire que la structure pourrait céder avec un séisme modéré. Et nous vivons en zone sismique. Je vis la terreur pure dans ses yeux. La terreur non pas d'être attrapé, mais d'être vraiment vu, que quelqu'un ait regardé derrière la façade et trouvé la pourriture. Les suministros del Val, chuchotai-je presque conspiratrice. Sacrée invention. Et le compte au Caïman, le numéro 84291, ça te dit quelque chose? Ce fut le coup de grâce, le numéro de compte. Un son étouffé lui échappa, un gémissement. Le fait que j'étais allé jusque-là, jusqu'à son secret le plus profond, le brisa. Je me tournai vers ma mère, qui nous regardait les yeux exorbités, comme si elle voyait une pièce de théâtre dans une langue qu'elle ne comprenait pas. « Et toi, maman ?» dis-je. Ma voix s'adoucit, mais pas par compassion, par une tristesse tranchante. « Toute ta vie, toute ma vie, tu as essayé de me mettre dans une boîte qui n'était pas pour moi. Tu as ressenti de la rancœur pour chaque succès à moi que tu ne pouvais pas contrôler, pour chaque décision que j'ai prise sans ton approbation. Pourquoi? Pourquoi ma vie te rappelait-elle celle que tu n'as jamais eu le courage de vivre? Ce n'est pas vrai, balbutia-t-elle, les larmes coulant maintenant sur ses joues ridées. Je voulais juste. Mais tu voulais un fils qui soit ton trophée, l'a coupé-je, et tu l'as eu. Tu l'as créé. Tu l'as modelé à ton image et ressemblance, arrogant, égoïste, convaincu que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Dionisio n'est pas un accident de la nature, maman. C'est ton œuvre maîtresse. Sa fraude est ta fraude. Sa cruauté est ta cruauté. Dionisio glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre, une masse tremblante de désespoir. Il se couvrit le visage avec les mains, ses épaules secouées par des sanglots secs et violents. « S'il te plaît, Ursula » gémit-il depuis le sol. « Je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. J'irai à la télévision. Je dirai que je t'ai payé pour m'aider. Je prendrai toute la faute, mais retire les informations. Dis que ce n'est pas réel, s'il te plaît. » Je le regardais là, par terre, réduit à un enfant apeuré. L'homme qui m'avait traité d'erreur, qui avait menacé mon avenir et celui de ma fille, me suppliait maintenant de le sauver. Et à cet instant, la rage se dissipa enfin, laissant derrière elle un vide immense et désolé. « Je ne peux pas, dis-je. » Et ma voix fut le son d'une porte d'acier qui se referme pour toujours. Ce n'est plus une histoire entre toi et moi. Il s'agit des enfants de cette école, des personnes âgées de ce centre. Il s'agit de toutes les personnes qui t'ont fait confiance. Ça n'est plus entre mes mains, Dionisio. C'est entre les mains de la justice. Et la justice, contrairement à notre famille, n'a pas de favori. Je restai là encore un instant, observant les restes de ma famille sur le seuil de mon foyer. Ils étaient venus en espérant que j'éteigne l'incendie. Ils ne comprenaient pas que je n'étais pas l'incendiaire. J'étais simplement celle qui avait déclenché l'alarme incendie qu'ils avaient ignorée pendant des années. Je fis un pas en arrière et refermai la porte. Le doux,
clic, de la serrure résonna dans le silence de mon appartement. C'était le son d'un point final, le son de la liberté. Si tu es toujours là, s'il te plaît, aide-moi en mettant un « j'aime » à la vidéo et en commentant le chiffre 1 en bas. Ainsi, je saurai que tu as aimé et que tu m'accompagnes sur ce chemin. Ton soutien m'encourage énormément. Commente le chiffre 1 et écoute-moi pendant que je continue à raconter mon histoire. Les jours suivant cette confrontation finale devint un flou de gros titres et de procédures judiciaires. La chute de construction morale fut aussi spectaculaire que son ascension avait été frauduleuse. L'image de mon frère, escorté par des agents fédéraux, la tête basse et le visage émacié, passait en boucle sur toutes les chaînes. L'arrogance avait été remplacée par l'humiliation. La libération sous caution lui fut refusée. Le juge évoqua des preuves écrasantes de fraude systémique et un risque élevé de fuite. Son monde de luxe s'était réduit à une cellule de 2 par 3 mètres. L'enquête officielle fut comme une fouille archéologique dans la pourriture. Chaque jour, de nouvelles révélations sortaient, Potvin à des inspecteurs de travaux, d'autres projets compromis, témoignages d'anciens employés qui avaient vécu des années sous une culture de peur et de dissimulation. Le nom de ma famille, autrefois synonyme de réussite, était maintenant synonyme de honte. La villa, symbole de leur faux triomphe, fut saisie par la banque et présentée par les autorités comme partie de l'enquête. Mes oncles, tantes et cousins, les mêmes qui avaient ri à la fête d'anniversaire, m'appelaient désormais. Leur voix, autrefois pleine de supériorité, n'était plus que des murmures mielleux et craintifs. « Ah, comment vas-tu, Ursula ? Tu as besoin de quelque chose ?» Ils ne cherchaient pas mon bien-être, ils cherchaient l'absolution et, surtout, à s'assurer que le feu ne les atteindrait pas. Je ne répondis à aucun de leurs appels. Un après-midi, pendant que j'aidais Ophélia sur un dessin, le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Je répondis avec méfiance. Allô, une voix fragile, brisée, que je reconnaissais à peine, c'était mon père. Le silence s'allongea entre nous, chargé du poids de 30 ans de mots non dits. « Bonjour, papa », répondis-je enfin. « Ta mère, commença-t-il, et sa voix s'étrangla. Le médecin dit que c'est une dépression sévère. Elle ne parle à personne, elle reste juste assise près de la fenêtre. Il fit une pause et j'entendis sa respiration tremblante. Hier soir, elle m'a parlé, elle m'a regardé et m'a dit, « Tu avais raison, Théodoro. Nous n'aurions jamais dû la pousser autant. Nous l'avons perdue il y a longtemps. » Je restai glacé, absorbant cette confession de seconde main. Ce n'était pas des excuses pour moi, mais c'était une reconnaissance. Une écharpe de vérité dans une forêt de mensonges. J'ai toujours su que tu étais la plus forte, ma fille, continua mon père, et pour la première fois de ma vie je l'entendis pleurer. La plus brillante, et je ne t'ai pas défendu. J'ai laissé ta mère et ton frère, j'ai laissé qu'ils te mettent de côté. J'ai vu ce qu'ils faisaient et je n'ai rien fait. Ma lâcheté nous a coûté une fille. Que pouvais-je dire ? Ça va, papa. Ce n'était pas vrai. Je te pardonne, je ne le pouvais pas. Les blessures étaient trop profondes, trop anciennes. Je suis désolé, Ursula, chuchota Théil. Désolé d'avoir été un père si faible. Adieu, papa, dis-je. Ma propre voix teintée d'une tristesse à laquelle je ne m'attendais pas. Et je raccrochai le téléphone et je me rendis compte que je ne ressentais pas de triomphe. La chute de mes ennemis ne m'avait pas apporté la paix que je désirais. Elle m'avait apporté une clarté douloureuse. J'avais gagné la guerre, mais le champ de bataille était le paysage de ma propre enfance, et les pertes étaient des personnes qui, malgré tout, étaient liées à moi par le sang. Sur Internet, je devins une figure polarisante. Pour certains, j'étais la vengeresse comptable, une héroïne populaire qui avait utilisé son cerveau pour abattre les corrompus. Pour d'autres, j'étais la fille de Caïn, un monstre sans cœur qui avait trahi son propre sang. Je lisais les articles et les commentaires avec une étrange distance. Je savais qu'aucune des deux images n'était la vérité complète. Je n'étais pas une héroïne. Les héroïnes ne ressentent pas ce vide, cette douleur pour ce qui aurait pu être. Et je n'étais pas un monstre. Les monstres ne ressentent pas cet amour féroce et protecteur que j'éprouvais pour ma fille. J'étais simplement une femme poussée dans un coin qui avait décidé, au lieu de se laisser écraser, d'abattre le mur. La vérité avait un prix. Le prix était mon passé, mon histoire familiale, mes racines. Mais en regardant Ophélia, qui coloriait un soleil souriant sur son dessin, complètement étrangère au cataclysme, je sus que j'avais payé le bon prix.
J'avais sacrifié mes racines pour qu'elles puissent avoir des ailes. Le procès de Dionisio fut un spectacle médiatique qui dura des mois. À la fin, sous le poids accablant des preuves, il fut condamné à 15 ans dans une prison fédérale. La sentence fut lourde, un exemple pour d'autres entrepreneurs corrompus. La juge, en prononçant la peine, parla d'une trahison de la confiance publique aux proportions catastrophiques. Mes parents perdirent tout. Ils durent emménager dans un petit appartement de location, sombre, dans un quartier qu'ils auraient autrefois méprisé. Leur cercle social s'évapora. Leur vie, autrefois un défilé de luxe et de privilèges, se réduisirent au silence et à la honte. Un mois après la sentence, je fis quelque chose que moi-même je n'attendais pas. Je me rendis à ma banque. Le billet à ordre de $50 000, admis comme preuve de fraude lors du procès, me fut restitué. C'était un document légalement valide. J'aurais pu engager une procédure pour réclamer cet argent sur les quelques biens personnels qu'il restait à mon frère. Au lieu de cela, je retirai la même somme de mon propre compte. Je conduisis jusqu'à l'immeuble de mes parents. Je ne montai pas. Je remis une enveloppe au concierge. À l'intérieur, il y avait les reçus qui prouvaient le paiement du loyer de leur appartement pour une année complète et une carte de débit avec un solde modeste pour leurs dépenses de base. Je ne l'avais pas fait par pitié. Je ne l'avais certainement pas fait par pardon. Le pardon est un cadeau, et ils ne l'avaient pas mérité. Je l'avais fait comme un acte de comptabilité finale. C'était l'argent qu'ils m'avaient volé, rendu, non pas à moi, mais à eux, pour couvrir leurs besoins le plus fondamental. C'était une façon de solder la dernière dette en suspens. Par cet acte, je leur déclarais que notre relation transactionnelle était terminée. Ils ne me devaient plus rien et je ne leur devais plus rien. Ni mon temps, ni mon énergie, ni une seule pensée de plus. Avec les reçus, j'avais inclus un dernier objet dans l'enveloppe. Non pas une lettre. Non pas une explication. Un cadre photo numérique. Avant de le remettre, j'avais effacé toutes les images d'usine et chargé une seule photo. Une photo que j'avais prise la semaine précédente au parc. Ophélia et moi, allongés sur l'herbe, mortes de rire pour une bêtise, avec le soleil de l'après-midi créant un halo doré autour de ses cheveux. C'était l'image d'un bonheur véritable, pur, inébranlable. Le message était clair. Leur erreur s'était transformée en ma solution. La vie après le séisme trouva un nouvel équilibre. Le déménagement vers un appartement plus grand n'était plus un rêve, mais une réalité. En déballant, je trouvai une boîte de matériel de bricolage et à l'intérieur un t-shirt blanc et uni que j'avais acheté pour Ophélia il y a quelque temps. « Maman, dit-elle en le voyant, les yeux brillants, on peut le peindre, celui-là, s'il te plaît ?» Un sourire se dessina sur mon visage. Le premier sourire véritablement léger depuis longtemps. « Bien sûr, mon amour. » Cet après-midi-là, sur le petit balcon de notre nouveau foyer, nous avons étalé des journaux au sol et sorti les peintures pour tissu. Nous n'avons pas utilisé le noir dur et corporatif. Nous avons utilisé le bleu du ciel, le jaune du soleil, le rose des fleurs. Avec des pinceaux et des rires, nous avons rempli le t-shirt de vie. Au centre, je demandai à Ophélia d'écrire un mot. Avec son écriture enfantine, tremblante et parfaite, elle peignit « la solution ». Ce soir-là, tandis que je l'abordais, elle me regarda avec ses grands yeux sérieux qui semblaient parfois contenir toute la sagesse du monde. « Maman » demanda-t-elle doucement. « Mamie Casilda et tonton Dionisio sont toujours fâchés contre nous ?» La question me traversa. Un mélange de douleur pour son innocence perdue et de fierté pour sa résilience. Je la serrai contre moi, sentant la chaleur de son petit corps. Mon encre. Mon pourquoi. Je ne sais pas, ma vie, lui chuchotai-je à l'oreille. Mais ce n'est plus notre problème, ils ne peuvent plus nous faire de mal. Et tandis qu'elle s'endormait, je restais à regarder dans l'obscurité, songeant à la question que le monde se posait sur moi. Héroïne ou monstre, justicière ou traîtresse. J'avais appris à ma fille que la vérité est la base la plus solide sur laquelle on peut construire quoi que ce soit. J'avais détruit une maison bâtie sur les fondations mouvantes du mensonge pour pouvoir construire un foyer pour elle, solide et sûr. Les gens disent que j'ai détruit ma famille. Mais peut-être que ce que j'ai vraiment fait, c'est arrêter de participer à la fiction qu'ils appelaient famille. Peut-être que j'ai été la première à oser appeler les choses par leur nom. Et maintenant, je vous demande, à vous qui avez marché avec moi jusqu'au bout de cette histoire. Pensez-vous que j'ai été l'erreur ?